Aujourd'hui, nous avons Paul Dario de l'université CYU qui nous parle de limite hydrodynamique pour un modèle d'interface gradient de phi. Très bien. Super. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc ça, en fait, c'est le modèle d'interface graphique. C'est un modèle de probabilité, mais qui a l'intérêt de se traiter ou de se comprendre avec des techniques d'analyse. Et notamment, le sous-domaine de l'analyse auquel je vais faire appel, c'est la régularité elliptique. Et donc là, je vais essayer de vous montrer. Donc déjà, il va y avoir une grosse partie de l'exposé, ça va être définir ce modèle. Qu'est-ce que c'est, pourquoi on l'étudie et pourquoi est-ce qu'il est intéressant. Et après, je vais me concentrer, donc il y a plein de choses qu'on peut étudier sur ce modèle. Moi, je vais me concentrer sur un théorème qui s'appelle la limite hydrodynamique, qui correspond à une loi des grands nombres. C'est un peu compliqué pour dire qu'on fait une loi des grands nombres, qui se comprend avec des outils d'EDP. Et je vais essayer de vous présenter un phénomène sur ce modèle que je trouve joli et un résultat qui est associé. Donc, on va faire en 3 étapes. D'abord, je vais faire une introduction un petit peu générale. Je vais parler un petit peu de régularité elliptique. Et ça va être assez simple. Et aussi, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions. La deuxième, ça sera un modèle et résultat. Et troisième, on discutera un petit peu, j'essaierai de ne pas faire trop long, sur un outil qui permet de comprendre le modèle et qui s'appelle la dynamique de l'engin. D'abord, première chose, mais moi je vais faire principalement de l'analyse de manière discrète. Donc au lieu d'avoir des fonctions qui sont définies sur RD, comme on fait d'habitude, je vais avoir des fonctions qui sont définies sur ZD. La raison pour laquelle je travaille avec ZD, donc à part que mes fonctions sont définies sur ZD, ça ne va pas faire une grosse différence, sauf à un endroit où ça va me permettre de définir mon modèle. Donc je paye le prix de travailler avec des fonctions discrètes, mais en fait toutes les techniques d'analyse que vous connaissez, RD s'importent très bien sur ZD. Donc, je considère le réseau ZD en dimension D plus grande que 1, et ce qui m'intéressera, ou en tout cas les dessins que je vais faire, je vais vous présenter quelques dessins, ça sera en dimension D égale 2. Et pour un entier L, je vais juste définir la boîte, qui sera l'objet de base sur lequel je vais travailler, que j'appelle lambda L, ça c'est une notation de probabiliste, et ça sera moins LL puissance D. Et donc là, je vous ai fait un dessin de la boîte lambda L dans Z2, et là c'est L égale 3. Donc il y a 0 au centre de la boîte, et puis après, vous avez 1. Donc c'est la boîte avec L égale 2, voilà, ça commence. OK. Donc jusque-là, tout va bien. Et l'intérêt de cet ensemble-là, c'est qu'il y a un nombre fini de points dedans. Et ça, j'insiste dessus parce que même si c'est complètement évident, on réutilisera ça tout à l'heure. Alors après, sur quel objet on va travailler? On va travailler sur l'ensemble des fonctions qui vont de la boîte lambda L, qui sont en valeur dans R, et qui valent 0 sur le bord de la boîte. Donc le bord de la boîte, ça va être le bord discret. Je vais étendre toutes les notions qu'on connaît dans le continu dans le discret, donc ça va être ces points-là. Tous les points qui sont comme ça sur le bord. Et alors là, je vous ai fait un dessin typique d'une fonction, alors cette fois en dimension 1. Donc votre boîte, c'est juste un intervalle. Vous avez 0 ici, et puis après, vous avez des valeurs. À chaque entier, vous associez une valeur réelle. Et souvent, ce qu'on fait pour les représenter, c'est on ne regarde pas juste la collection de points, on trace une ligne pour représenter vraiment une fonction, et la ligne que vous tracez, c'est juste l'interpolation, vous tracez une droite entre les deux points. Donc ça, c'est une fonction en dimension 1. Et ce qui nous intéressera un peu plus, et ça sera typiquement les fonctions qu'on regardera, ça sera en dimension 2. Donc, vous avez un espace de base qui est 2-dimensionnel. Vous discrétisez, donc vous regardez ZD. Ici, ça va de moins 40 à 40. À chaque endroit, vous mettez un point qui vous donne une hauteur. Et puis après, vous avez une collection de points et vous faites une petite interpolation pour avoir un dessin comme ça. Donc ça, c'est une fonction qui est quand même assez irrégulière. Et ça sera un peu des fonctions typiques qu'on va essayer d'étudier. Oui. Elle est censée s'annuler sur le bord. Ouais, celle-là, elle s'annule peut-être pas sur le bord. Je sais plus si, peut-être pour ma simulation. Normalement, elle est censée s'annuler sur le bord. Celle-là, elle vient d'une simulation, elle s'annule peut-être pas sur le bord, mais elle devrait. Et voilà. Et cet espace, donc c'est un espace vectoriel, ça c'est assez facile, et elle a l'intérêt d'être de dimension finie parce qu'il y a un nombre fini de points dans la boîte. Et ça, c'est pour ça que je travaille dans le discret, pour ici avoir un espace vectoriel de dimension finie. Cependant, ce que je vais faire, c'est considérer des L de plus en plus grands. Je vais considérer des L énormes. Et du coup, la dimension de cet espace, elle va devenir gigantesque, mais elle est toujours finie. Et ça c'est vraiment le prix que j'accepte de payer. Et du coup, le prix que j'accepte de payer pour travailler avec des fonctions discrètes. Et donc, vous allez voir, pour un petit peu plus tard, je vais généraliser ma définition et je vais dire, on peut considérer les fonctions, mais avec une condition de bord, qui va être une fonction f définie sur le bord de ma boîte à valeur en r. Et je mets juste un petit exposant f ici. Et je suppose que phi égale f sur le bord. Ça, c'est pour plus tard. OK, alors maintenant, on va essayer de faire un petit peu d'analyse là-dessus. Et du coup, je vais rappeler quelques résultats très élémentaires d'analyse pour des équations elliptiques. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord considérer une fonction
qui va toujours être convexe, qui va s'appeler V. Dans la littérature, elle s'appelle un potentiel dans la littérature du modèle graphique. Et pour moi, ça va être une fonction de RD dans R, pour l'instant, qui est convexe. Donc V de x égale x carré, ça marche, ou V de x égale valeur absolue de x. Bon, le plus souvent, je vais considérer que ma fonction V elle est un peu régulière, disons lisse. Celle-là ne rentre pas directement dans ma définition, mais c'est pas trop gênant. Et dans ces cas-là, je vais utiliser la lettre D pour dénoter son gradient, donc c'est une fonction de RD de RD, et D2 pour dénoter sa SIN, du coup ça va de RD et ça me renvoie une matrice symétrique. Jusque-là, tout va bien. Et j'utilise la lettre D majuscule et pas le nabla, enfin la notation nabla pour le gradient, parce que ma notation nabla, je l'utiliserai plus tard. Et donc, on va vouloir faire des équations elliptiques, version variationnelle. Donc, typiquement, on va vouloir considérer les problèmes de minimisation de la forme suivante. Je vais vous donner ma condition de bord F, dans l'espace de ce volet H1, et vous cherchez à minimiser sur les U appartenant à F plus H1, 0, donc celle de trace nulle, l'intégrale sur U de V gradient X. Ça, c'est un problème très typique quand on cherche à faire des équations elliptiques non linéaires. Jusque-là, tout va bien. C'est assez facile de démontrer qu'il existe un minimum. Et le fait que le minimum soit unique, ça marchera, mais sous certaines hypothèses de convexité sur la fonction V. Et on sait que le minimiseur de ça, par une méthode de l'effet première variation, ça résout une équation elliptique, et l'équation elliptique, c'est divergence, la dv de u de grade u égale 0. Du coup, je mets le d ici, donc ça va de RD dans RD, et je mets le d pour le différencier du nabla que j'utilise pour les. Alors ça, c'est le contexte, et très très standard, donc j'ai rien de très nouveau. Maintenant, on va faire un petit peu d'analyse, mais on va essayer de faire la même chose, mais dans un contexte discret. Donc discret, c'est défini sur ZD au lieu d'être défini sur RD. Et je vais essayer de faire la même chose. Donc on va définir un gradient discret d'abord, et le gradient discret, il va se définir comme ça, je vais dire d grade phi de x. Ça va être à valeur dans RD, comme le gradient normal. Et la première composante du gradient, la dérivée dans la première direction, ça va être phi de x plus E1 moins phi de x. C'est le vecteur assez classique. C'est l'incrément, phi de x, je décale d'un point vers la droite et j'enlève phi. Et puis après, 3 petits points, et phi de x plus d moins phi de x. Ça va jouer mon rôle de dérivée. Et puis après, je vais considérer un problème de minimisation discrète. Donc je remplace l'intégrale par une somme sur tous les points de la boîte, j'en ai un infini. V de grade phi de x. Donc ça, c'est dans RD, et V, elle va de RD dans R. Donc ça me renvoie un nombre réel. Et je cherche à minimiser. Okay, donc pas de problème pour minimiser. En fait, c'est même la même preuve, même en plus facile, parce que l'ensemble des fonctions phi ici, qui sont l'ensemble des fonctions de lambda R, c'est un espace vectoriel de dimension finie. Donc, vous trouvez les angles, elles convergent, vous en extrayez une sous-suite qui converge, et vous obtenez un minimiseur qui va résoudre une équation discrète pour laquelle je vais garder la même notation. Donc là, c'est grade phi, là, c'est le même dv. Et cette fois, ça va être la divergence, mais la divergence discrète, celle qui est l'adjointe du gradient pour cette définition du gradient. C'est moyen de définir une version discrète de la divergence. Et jusque-là, pas de problème. Et on obtient une équation discrète. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, essentiellement, toute la théorie qui est développée dans le continu par les analystes s'importe très très bien dans le contexte discret. Donc jusque-là, en fait, pas de problème, tout va très bien marcher. Et donc, en particulier, on va essayer de regarder un résultat. Donc, je regarde la solution de l'équation elliptique discrète, divergence de dv de grade phi égale 0 avec phi égale f sur le bord. Et si je fais une hypothèse de convexité sur V que j'appelle uniforme convexité, c'est-à-dire V, c'est de R dans R, donc sa SIN, c'est une matrice symétrique, et je suppose que toutes ces valeurs propres sont plus grandes que lambda, qui va être strictement positif, et bon. Donc hypothèse qu'on appelle uniforme ellipticité, très standard. Et donc sous cette hypothèse, j'ai unicité de la solution. Ça, c'est pas très bien de montrer que les solutions sont uniques. Et en fait, la solution, elle est relativement régulière. Donc par exemple, quelque chose qu'on pourrait dire, donc là c'est discret, il faudrait essayer de creuser un petit peu pour savoir comment est-ce qu'on peut en tirer du sens. Mais dans le cas où vous avez un espace continu, vous prenez juste la boîte de taille moins LL et continue, vos solutions, on sait que si V, je suppose juste que ça satisfait ça, c'est C1 alpha, donc c'est C1, donc vous pouvez définir son gradient, et le gradient, il est alpha Hölder continu. Ça, c'est un théorème de De Giorgi-Nashmoser en régularité. Ce théorème de De Giorgi-Nashmoser, il faut creuser un petit peu pour savoir comment est-ce qu'on peut faire une version discrète de cette chose-là, mais ça marche très très bien. Et vous allez savoir que la solution, elle va être C1 alpha aussi, avec une version un peu discrétisée de cette définition. Donc vous avez des solutions. Et si V maintenant elle est plus régulière, si je suppose que V est lisse et qu'elle satisfait ça, et la fonction phi elle est lisse aussi. Donc jusque-là, ok. Et maintenant, moi, ce qui va m'intéresser dans cette exposé, ça va être, d'abord je vais vous définir mon modèle tout à l'heure, mais je vais vouloir regarder des fonctions V
qui sont convexes, mais qui ne satisfont pas cette hypothèse-là. Donc, par exemple, vous prenez v de x égale valeur absolue de x, ou v de x qui va être une fonction comme ça, quelque chose de convexe, mais avec une grosse partie plate. Donc ça va être x. Et donc ici, dans votre grosse partie plate, vous n'êtes pas du tout convexe, et du coup, alors j'ai fait le dessin en dimension d de v de x, sera égal à 0. Dis donc, je prends une fonction comme ça, et je vais de moins 1 à 1. Une fonction, donc vous allez voir, qui est constante égale à 0 sur la boule de rayon 1 centrée en 0. Donc ça, c'est une fonction qui est convexe, mais qui n'est pas uniformément convexe. Et dans ces cas-là, trouver des solutions à cette équation, il n'y a pas de problème. Par contre, l'unicité et la régularité, ça se passe beaucoup moins bien. Par exemple, si vous regardez l'équation de grade phi est égal à 0, et en fait, si vous regardez pour cette fonction-là, n'importe quelle fonction phi qui satisfait que grade phi est plus petit que 1, donc n'importe quelle fonction qui sera un Lipschitz, vous pouvez assez facilement vérifier qu'elle résoudra cette équation-là. Et une équation à Lipschitz, alors on peut dire c'est quand même assez régulier, mais par exemple, c'est moins bien que C1 alpha. Parce que je sais absolument rien sur la régularité du gradient, et en fait, je ne peux rien dire sur la régularité du gradient, parce que n'importe quelle fonction qui juste satisfait ça sera solution. Et donc, le fait de lâcher l'uniforme ellipticité, de lâcher en particulier cette constante-là, ça fait que je perds de la régularité. Et même si je suppose que V est lisse, j'avais dit si j'ai l'hypothèse d'uniforme ellipticité, alors ma fonction sera une fonction lisse. Et bien là, si je prends ce V-là, même si V est lisse, j'aurai des fonctions Lipschitz qui seront solutions. La difficulté, quand on suppose quand on relâche un petit peu cette hypothèse. Et difficulté assez facile à voir, il n'y a pas de... Alors, maintenant, donc ça, voilà, c'était juste un tout petit peu d'analyse. Maintenant, je vais injecter un petit peu de probabilité là-dedans et je vais vous définir alors, le modèle, qui est un modèle probabiliste, mais je vais vous montrer les simulations après, que j'ai envie d'étudier. Alors, le modèle, il va se définir comme ça. Donc, je vais prendre l'ensemble des fonctions phi. Donc, phi appartient à oméga L de f. Donc, ça, c'était l'ensemble des fonctions phi qui vont de ma boîte lambda L valeur dans R, avec phi égale f sur le bord. Et là, c'est vraiment important de considérer des espaces qui sont discrets. Donc ça, c'est un espace vectoriel de dimension finie. Et je vais essayer d'équiper cet espace vectoriel de dimension finie d'une mesure de probabilité. Comment est-ce que je vais m'y prendre? Alors déjà, je vais prendre une mesure de base, qui est la mesure de Lebesgue sur mon espace, ou le produit des défis x. Ça me donne une mesure de Lebesgue. Et je vais tordre un peu la mesure de Lebesgue, où je vais ajouter un poids. Alors ça, c'est une notation très typique en physique statistique, donc exponentielle de moins la somme x appartenant à lambda L de v grade phi exponentielle de moins l'énergie de la fonction grade phi pour le potentiel phi. Donc ça me donne une mesure. Et après, ce que je veux faire, c'est diviser par une constante pour en faire une mesure de probabilité. Donc il faut que quand j'intègre sur tout l'espace, j'obtienne exactement 1. Et après, donc la question c'est, ce modèle-là, est-ce que je peux dire des choses, est-ce que je peux prendre un L énorme, un F assez gentil, faire une simulation avec un L énorme et essayer de voir sur ma simulation comment est-ce que une fonction tirée se comporte. Alors, je vais juste faire quelques commentaires et puis après, je vais essayer de vous expliquer un théorème que je vais vous montrer sur cette chose-là. Donc déjà, une question que vous pouvez vous poser pour regarder cette définition, c'est, on peut se demander à quoi est-ce que ça ressemble. Et une question qu'on peut se demander un petit peu plus précisément, c'est quelle est la fonction qui aurait le plus de chances d'être tirée si je joue sur cette mesure. Ça, c'est à peu près raisonnable. Alors, chaque fonction individuellement, elle a une probabilité 0 d'être tirée, parce que là, vous avez la mesure de Lebesgue, et la mesure de Lebesgue d'un singleton, ça vaut toujours 0. Mais vous pouvez quand même demander, quelle fonction va avoir la plus grande densité, j'aurai la plus de chances de l'être. Et cette fonction-là, ça va être la fonction qui minimise cette quantité-là. Et la fonction qui minimise cette quantité-là, c'est la solution de mon équation elliptique. Donc une façon d'y penser, une première façon d'y penser, et on va voir que ça ne marche pas si bien, ça serait de dire ma mesure, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le minimiseur de ça, plus un petit peu des fluctuations autour, parce que c'est quand même pas, cette mesure n'est pas complètement concentrée sur le minimum. Il faut devoir fluctuer un petit peu. Donc ça, première remarque, si on vous demande de parier et de dire choisissez une fonction qui a le plus de chances d'être tirée, on vous dit que c'est la solution de l'équation. C'est celle qui minimise cette quantité. Et donc la question que je veux poser, c'est, prenez L énorme, j'ai déjà dit, tirez une fonction suivant votre mesure, à quoi est-ce que ça ressemble? Et en particulier, deuxième question, en fonction de V, est-ce que la fonction typique, elle se rapproche de la fonction qui a le plus de chances d'être choisie, donc de la fonction qui résout l'équation elliptique associée à ça, ou qui minimise cette quantité. Et deuxième point, ici, le fait de travailler avec les fonctions discrètes, en fait, le seul objectif, c'est que ça, je peux le définir
parce que les fonctions phi, elles sont sur un espace vectoriel ou un espace affine de dimension finie. Et si vous regardez les fonctions de RD à valeur dans R, même L2 juste d'une boîte, bah, c'est de dimension infinie, et ici, ça devient beaucoup plus compliqué de définir qu'est-ce que je mettrais là. Donc c'est vraiment pour simplifier la définition de mon modèle. Je ne dis pas qu'il n'y a pas moyen de bidouiller quelque chose pour faire en sorte que ça puisse être défini pour des fonctions de RD à valeur dans R, mais moi, ce que j'ai envie de faire, c'est plus d'étudier les propriétés du modèle que de me poser des questions assez subtiles sur comment est-ce que je fais pour définir le modèle. Ils appellent ça s'appelle Gaussian free field. Si je prends V égale x carré, ça s'appelle le champ Lipschitz, ça s'appelle le Gaussian free field. Donc c'est une généralisation du Gaussian free field. Parce que le Gaussian free field, il a cette propriété très particulière et en fait spécifique à la fonction v de x égale x carré, que c'est exponentiel de moins quelque chose au carré, donc c'est exponentiel moins quelque chose quadratique, et du coup ça rentre dans le domaine des vecteurs gaussiens. Et là, vous avez toute la boîte à outils des vecteurs gaussiens qui est assez conséquente, qui vous permet d'étudier le Gaussian free field. Et si vous remplacez ça par une fonction v qui n'est pas la fonction x carré, toute la boîte à outils s'effondre. Et du coup, bah, en fait, les deux modèles s'étudient de manière un peu séparée, parce que quand on étudie Gaussian free field, on utilise les outils du gaussien. Donc là, je vous ai fait une représentation. Donc justement, v de x égale x carré, parce que pour les simulations, c'est plus facile à faire. F égale 0. Et ben, on obtient donc la fonction qui minimise, la fonction qui a le plus de chances d'être sélectionnée. Ici, ça va être phi égale 0. Et quand on fait une simulation et qu'on regarde un petit peu, bah, ok, si je fais une simulation, qu'est-ce qui se passe? Ben, on obtient un truc quand même assez régulier, quoi. Il y a pas mal de pics, ça saute un petit peu dans tous les sens. Et donc ça, voilà, donc j'ai juste le nuage de points, et puis après je fais une petite interpolation affine pour recoller ça et avoir quelque chose de lisible sur le graphique. Mais c'est quand même assez irrégulier. Alors maintenant, quelles questions est-ce qu'on peut se poser sur ce modèle? Alors il y en a plein, et moi je vais me concentrer sur une question particulière. Donc c'est un modèle de probabilité. Oui. C'est une simulation. Et on échantillonne On échantillonne suivant cette mesure. et c'est un algo qui est censé échantillonner selon cette mesure. On a des bonnes propriétés de convergence que suffisamment de parts convergent. Alors ce que je fais, c'est pour échantillonner. Alors si je prends v de x égale grade phi carré, c'est un vecteur gaussien. Et une des conséquences du fait que c'est un vecteur gaussien, ça fait que, en fait, je peux avoir la valeur de phi si on me donne une suite de variables aléatoires gaussiennes indépendantes. J'ai besoin de simuler une suite de variables aléatoires gaussiennes indépendantes. Et ça, l'ordinateur le fait. Et une fois que j'ai ma suite de variables aléatoires gaussiennes indépendantes, je peux reconstruire la fonction. Il faut faire une combinaison linéaire un peu complexe en diagonalisant la matrice de covariance et tout, mais ça se fait bien. Donc je demande à l'ordinateur, donne-moi des gaussiennes indépendantes. Et puis après, je recrée ce truc-là en faisant mon bidouillage derrière. Et par contre, pour v n'est pas égal x carré, c'est plus compliqué. Parce que on peut pas juste faire à partir de gaussiennes indépendantes. C'est plus. Celle-là non plus. Là, j'ai juste fait une simulation. Donc là, elle devrait être nulle sur le bord avec ma définition. La contrainte a été enlevée. Voilà, la contrainte a été. Parce que pour simuler, c'est un peu plus compliqué. Je pense que j'ai dû le faire périodique parce que c'est un peu plus simple à faire. Okay. Il faut diagonaliser un Laplacien discret pour faire ça. Et si c'est périodique, c'est un peu plus facile, je crois. Donc peut-être que je l'ai juste fait périodique, juste pour que ça soit plus simple pour moi. Mais en théorie, ça devrait, suivant mon modèle, ça devrait être égal à 0. Ok, donc maintenant j'en suis là. Donc il y a plein de questions qu'on peut se poser sur ce modèle. Et moi, je vais essayer d'en discuter une ou d'en présenter une qui s'appelle la limite hydrodynamique. Et la limite hydrodynamique, on essaie de faire en fait une loi des grands nombres. Pour vous présenter la question, en fait, je vais vous présenter des simulations. Alors, la loi des grands nombres, c'est un résultat intéressant. Ça s'appelle loi et pas théorème des grands nombres. Et quand j'apprenais un petit peu les probabilités, on m'avait expliqué que, bah, en fait, oui, c'est un des rares théorèmes qui s'appelle loi des grands nombres parce que c'est quelque chose d'empirique, c'est quelque chose qu'on observe. Si vous lancez des pièces 1000 fois, vous allez avoir à peu près 500 piles et 500 faces. Et du coup, même si on peut le démontrer, c'est quand même une loi. Donc là, je vais vous le montrer avec des simulations. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Pour l'instant, je prends une fonction b qui va de Rd dans R et qui est uniformément convexe. Et je vais faire 3 étapes. Étape 1, je me fixe une condition de bord, f, qui va être une fonction c infini de moins 1 puissance d. Même prenez c infini de Rd dans R, mais ce que je veux, c'est juste ces valeurs, essentiellement sur le bord du cube. Après, je vais tirer un L grand. Si je veux faire une loi des grands nombres qui est beaucoup d'aléas, il faut qu'il y ait un grand paramètre quelque part. Et je vais prendre une fonction phi, qui va de ma boîte à valeur dans R, qui est échantillonnée suivant la mesure muet que j'ai définie tout à l'heure, avec condition de bord. Il faut que je sois un petit peu plus précis dans ce que je dis. Ici, ma fonction, elle va de la boîte moins LL à valeur dans R. Ici, f, ça va de moins 1 puissance d à valeur dans R. Donc, ce qu'il faut, c'est que je fasse un petit changement d'échelle, que je regarde par exemple f de L fois x pour regarder une fonction définie sur, enfin, L de x sur L,
pour avoir une fonction définie de moins L puissance D à valeur. Je fais un changement d'échelle de f pour qu'elle soit définie sur ma grande boîte. Je définis ma mesure là. J'échantillonne suivant ma mesure. Je fais un tirage aléatoire. Et après, donc là, j'ai une fonction tirée sur une grande boîte de taille moins L, ramène sur une boîte de taille moins 1. Donc, j'aurai un compte à la fin, je suis censé avoir, donc j'ai ma boîte moins 1. Donc ça, c'est moins 1, ça, c'est 1, du coup, elle est taille 2. Et j'aurai un petit maillage de ma boîte, et la taille du maillage, ça sera 1 sur L. Et pourquoi est-ce que je fais ça? Pour pouvoir mettre plusieurs valeurs de L dans la même boîte de moins 1 et observer un petit peu ce qui se passe. Alors, je vais vous montrer sur une simulation ce qui se passe, parce que je pense que ça se voit beaucoup mieux que sur un théorème. Et donc, ce qui se passe, c'est, alors là, pour ma simulation, ma boîte, elle fait moins 40, 40. On peut faire moins 1, mais c'est pareil. Donc, on fait une simulation avec L égale 50. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une espèce de forme déterministe qui se profile avec des fluctuations autour. Okay. Maintenant, j'augmente la valeur de L. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit une forme déterministe qui se profile un peu plus clairement et avec des fluctuations autour. Et ça a la propriété, cette chose-là, que si je fais 1000 simulations, eh ben, vous verrez essentiellement la même chose, vous verrez la même forme déterministe qui va arriver, avec à chaque fois des petites vaguelettes autour. Et plus je prends L grand, plus la taille des vaguelettes autour de ma forme déterministe vont être petites. Et donc quand je prends la limite L tend vers l'infini, ben, j'ai une jolie surface lisse déterministe, complètement fixée, qui ne dépend pas de l'aléa, qui apparaît. Et donc voilà, première question, ben, déjà, est-ce qu'on peut creuser ce phénomène un peu plus? Et en particulier, qu'est-ce que je peux dire de la forme limite? Est-ce que je peux trouver une formule de la forme limite? Est-ce que si vous me donnez la fonction f et la fonction v, eh ben, est-ce que je peux vous redonner la valeur de la forme limite? Ça serait une question qu'on se pose. Et alors, ce qu'on peut dire, c'est que la fonction de cette forme limite, on n'a pas de formule exacte, mais il existe une fonction qui s'appelle, qui est notée sigma bar, qui s'appelle la tension de surface, sigma bar, qui est différente de V. Alors ça, c'est important. Telle que la forme limite, si je l'appelle phi bar, ça résout une équation elliptique qui a la même forme que la solution du problème de dp dont je parlais tout à l'heure, mais avec un coefficient de différence et divergence de d sigma bar, grade phi bar égale 0, avec phi bar égale f sur le bord. Okay, donc jusque-là, tout va bien. Et ma fonction sigma bar, elle a les mêmes propriétés de convexité que la fonction f. Donc toutes ces valeurs propres seront entre deux valeurs. Et alors là, il se trouve que ça sera les mêmes par ailleurs. D2 sigma bar plus petit que lambda. Elle dépend de petit f? Non, elle ne dépend pas de petit f. Sigma bar dépend seulement de V. Alors, je vais vous écrire la formule. La formule, elle n'est pas si simple, mais il y a une limite. C'est la limite, lorsque L tend vers l'infini, de 1 sur L puissance D, fois l'intégrale sur fois log, il y a un log, il y a une exponentielle, log de l'intégrale sur mon espace m égale 0, exponentielle moins somme sur les x dans la boîte de V de P plus 1. Donc ça va être sigma bar produit des défis. Je ne sais pas si la formule aide beaucoup, mais voilà. Vous avez une formule et vous devez l'écrire comme une limite. Le fait que ça soit une limite, enfin que ça converge bien, c'est pas très dur, ça suit d'un argument de sous-additivité. Il faut voir une truc qui est sous-additivité, il y a un peu de sous-additivité là-dedans, et bon, bah voilà, là ça serait bien, mais alors là on a le log de l'exponentielle, si les deux s'annulaient, ça serait bien, mais il y a une grosse intégrale. Pardon, sigma bar dépend de phi. Sigma bar dépend de phi. Non, parce que j'intègre par rapport à phi. Ah oui, pardon. Là, il y a toute l'intégrale par rapport à phi, donc oméga L, et c'est phi dans oméga L. J'intègre par rapport à tout. Et du coup, ça dépend que de P, le P appartenant à RD que je mets là, et donc, théorème, si V est uniformément convexe, alors vous avez une fonction uniformément convexe sigma bar qui va de RD dans R, telle que, si je prends phi, donc qui va être distribué suivant la mesure que j'ai donnée, que j'enlève phi bar avec une condition de bord fixée, et ma condition de bord elle est gentille, elle est 10. Je regarde la norme L2 sur moins 1 puissance D. Alors ici, je triche un tout petit peu parce que phi, elle est définie sur mon ensemble discret comme ça, là, mon petit réseau de pas 1 sur L. Donc vous faites une petite interpolation de phi pour la définir de manière continue. Si vous enlevez phi moins phi bar, en norme L2, ça doit être petit. Un taux de convergence en 1 sur racine de L. Hop, donc ça veut dire que vous prenez celle-là moins celle-là, il vous reste que les petites vaguelettes, et ça, en norme L2, ça doit être relativement petit, où phi bar résout cette équation. Et après, on pourrait se poser des questions. Est-ce que sigma bar est régulière? La réponse est oui. Et du coup, en fait, si sigma bar est convexe et régulière, ça veut dire que phi bar, c'est une fonction. Oui. Ça peut avoir l'interpolation, on prend le plus simple possible. Reprenons le truc le plus simple possible. Alors, essentiellement, peu importe l'interpolation. Faut quand même qu'elle soit raisonnable, quoi, qu'elle reste entre les deux. Il ne faut pas qu'elle fasse des sauts énormes.
Faut pas prendre un truc qui soit complètement fou, mais sinon, peu importe l'interpolation. Voilà, donc ça, c'est un résultat. C'est un résultat que nous, on a fait ça avec Scott Armstrong qui est dans ce laboratoire. On a cherché à quantifier le taux de convergence, mais ça avait déjà été démontré il y a maintenant presque 30 ans par Kuhn et Clich. Et on a fait ça avec des techniques d'homogénéisation quantitative. Et eux, ils avaient fait ça qualitativement, donc ils avaient que essentiellement l'espérance tend vers 0 lorsque L tend vers l'infini, ce qui était déjà un résultat très important du domaine. Et nous, on a rejoué ça avec les améliorations qu'il y a eu récemment en homogénéisation quantitative pour essayer d'en extraire un peu. Moi, j'ai juste une question. Quel est le modèle graph de la phi, en fait? C'est ça le modèle graph phi. Donc, c'est ça le modèle Nablus. C'est ce truc-là. Et ce truc-là, c'est quoi? C'est un modèle joué pour le modèle d'Ising ou un truc comme ça? C'est un modèle jouet pour. Ce qu'on veut faire, c'est des modèles d'interface. Donc, ce qu'on appelle une interface en physique, c'est, par exemple, la question physique qui motive ça, c'est vous prenez, alors très très jouet, hein, c'est vous prenez de l'eau et de la glace à 0 degré, donc ça coexiste, et on essaie de modéliser l'interface qui va jouer entre les deux. Et du coup, là votre fonction, je l'ai définie, et une fois que vous avez fait votre petite interpolation, ça vous définit une interface dans laquelle là vous auriez l'eau et là vous auriez la glace, entre l'un et l'autre, et du coup ça vous donne un modèle qui est défini à l'échelle microscopique via ces interactions. Donc, vous dites, je veux que cibler une fonction convexe qui grossit un petit peu, je veux que le graphisme ne soit pas trop gros parce qu'on va faire monter ces trucs-là. Donc, vous avez quelque chose défini à l'échelle microscopique, vous cherchez à dézoomer et à étudier les propriétés de macroscopie. Mais ce n'est pas vraiment le modèle d'Ising, ce n'est pas de la magnétisation qu'on veut étudier. Une autre question. Ouais. Bon, tu dis que ce truc-là, c'est très compliqué, mais en fait, log intégral exponentielle, c'est un principe variationnel, Ouais. c'est presque une. Énergie, entropie. Non, ouais, exactement. Oui, ça, oui, c'est exactement ça. Et ça, c'est une façon d'approcher le modèle, qui n'est pas la façon qui a été le plus exploitée, mais oui. D'un point de vue de la physique statistique, en fait, ce que je prends, c'est le log de la fonction de partition, donc c'est extrêmement standard. Mais la première fois que je l'ai vu, je me suis dit un petit peu qu'est-ce qui se passe. Mais sinon, il n'y a pas de. Enfin, c'est pas révolutionnaire de considérer cette quantité, quoi. Les gens étudient beaucoup les logs des fonctions de partition et savoir comment est-ce que ça compte. Et oui, ça minimise cette chose-là. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle minimise un principe avec un terme d'énergie. OK. Alors du coup, dans la suite ou dans le quart d'heure qui reste, en fait, la question que j'aimerais poser, c'est... Donc là, j'ai regardé un petit peu le cas où j'ai essayé d'expliquer un petit peu le cas où la fonction V, elle est uniformément convexe. Et question assez naturelle, je vais prendre une fonction V qui est convexe, mais pas uniformément convexe. Alors le rêve, ça serait de faire vraiment des fonctions V qui ne sont pas convexes. Mais là, on sait dire très très peu de choses. Ça marche vraiment pas bien. Donc moi, je vais me restreindre. Je vais faire quelque chose, comme une fonction V qui est convexe, mais qui n'est pas uniformément convexe. Par exemple, cette fonction-là. Voilà. Et je peux définir le modèle exactement de la même façon, en prenant cette définition. Pas de problème pour la définition du modèle. Et ouais. Le fait qu'elle soit plate, c'est important qu'elle soit plate au niveau du minimum, ou elle peut être aussi plate au niveau de la pente, par l'exemple que vous venez de donner au tableau. Uniformément, comme vous venez de tracer, elle a. Laquelle? Celle que vous avez dessinée au tableau. Ouais. Comme tout à l'heure, vous avez fait un exemple où l'endroit où elle est plate, en fait, c'est autour du. Au niveau du Non, ouais. Ça pourrait être aussi comme ouais. ça. Ouais. On peut faire ça aussi. Je fais souvent autour du minimum parce que c'est plus facile, mais ça, c'est une question que je vais me poser aussi. Ouais. Là, c'est plat. C'est essentiellement similaire. Ça ne sera pas plus difficile ou plus facile d'étudier l'une ou l'autre. Qu'est-ce qui se passe quand, du coup, il y a une zone plate? Donc, moi, je me suis intéressé au cas suivant. Je vais faire V est convexe et je vais supposer que la dérivée seconde de V, elle est entre deux constantes strictement positives, mais je vais autoriser le x à croître comme un polynôme. Donc, je mets x puissance p-2 parce que dans ces cas-là, comme c'est la dérivée seconde de V, ça veut dire V croît comme x puissance p. Ça, c'est la valeur. Et je vais rajouter une contrainte, c'est que je vais rajouter pour tout x plus grand que 1. Si vous voulez rajouter pour tout x plus grand que 1000, ça marchera très bien aussi. Je mets juste 1 pour c'est-à-dire. Et là, je vous ai fait un dessin d'une fonction. Donc, là, je vous l'ai fait quand elle est à valeur de R dans R. Et là, c'est de R2 à valeur dans R. Donc, j'ai pris la fonction x carré et j'ai juste coupé pour que ça fasse un plat là. Et puis, j'ai fait le moins 1. Donc, là, et donc, la question qu'on peut se poser, c'est, pareil, au niveau de la limite hydrodynamique, est-ce qu'il se passe quelque chose d'intéressant? Alors, sachant qu'il faut garder en tête ce qu'on a dit au début, c'est que si je regarde juste les équations elliptiques, le nombre de minimiseurs, il y en a une infinité. Toute fonction qui est un Lipschitz minimise ma solution. Donc en particulier, si je regarde les fonctions qui ont le maximum de chances d'être choisies par ma mesure, toute fonction un Lipschitz, c'est là-dedans. Et donc là, on peut se demander, pour faire le dessin, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que quand je vais tirer une fonction, ça va se coller sur un minimiseur? Et comment est-ce que ça va choisir le minimiseur? Parce que dans ces cas-là, il y en a plein des minimiseurs. Comment est-ce que, quel phénomène est-ce qu'il peut arriver? Et on fait la même expérience, on se donne une condition de bord, on simule une fonction phi avec cette condition de bord.
et on rééchelonne pour avoir quelque chose dans -1 puissance. Et là, le truc, enfin, le phénomène, ça m'a pris pas beaucoup de temps de le comprendre, peut-être un peu trop, mais qui est quand même très intéressant, enfin en tout cas je trouve intéressant, c'est qu'il se passe la même chose. Et donc ça, le point, c'est qu'il se passe la même chose. Donc ça paraît pas forcément très intéressant, mais quand même à démontrer, c'est pas évident. Donc vous avez une forme qui déterministe ce profil avec des fluctuations. Donc là, c'est L égale 50, je crois. Si vous augmentez la valeur de L, ça réduit la taille des petites baglettes autour. Et quand vous prenez la limite L tend vers l'infini, et ben vous avez une fonction sigma bar qui va de RD dans L et qui a la propriété d'être strictement convexe. Donc, contrairement à V, je l'ai autorisé à avoir une grosse bande plate. Le sigma bar dans la limite qui encode le profil macroscopique du modèle, qui n'est pas égal à V, là, qui est toujours donné par la formule là-bas avec le log de l'exponentielle, c'est une fonction strictement convexe. Et du coup, si c'est une fonction strictement convexe, bah là, la dérivée de la solution de cette équation-là, bah, je peux dire qu'elle est unique. Et en fait, même si, après, si la fonction V était lisse, je pourrais dire que sigma bar est lisse aussi. Et du coup, la fonction phi bar est lisse. Donc ici, on a un gain en fait qui est très important, enfin, et que je trouve qui est intéressant à étudier, c'est que si je cherche à étudier l'équation elliptique, divergence de dv de grade phi égale 0, bah, je ne peux pas dire grand-chose, parce que genre, toutes les fonctions elliptiques sont solutions, donc il y en a plein, elles ne sont pas très régulières, c'est pas très pratique. Si au lieu de ça, je considère une espèce de perturbation de mon modèle, où je considère cette mesure-là, exponentielle moins somme des graphiques, ça est censé se concentrer sur le minimum avec des petites fluctuations autour, et ben on a un gain immense de régularité, parce que la quantité qui encode les propriétés sur les grandes échelles macroscopiques du modèle, elle est strictement convexe, et du coup les équations elliptiques qui sont sous-jacentes se comportent vraiment bien. Et donc ça, on peut en faire un théorème, et alors c'est pas... Ah oui, j'ai pas... C'est pas qu'il faut que j'avance un peu. Ça, on peut en faire un théorème, donc... Si on suppose que V va de RD dans R et satisfait cette hypothèse, donc uniforme élément elliptique sauf dans une certaine boule x plus petit que 1 où elle peut faire ce qu'elle veut, il faut juste que la dérivation reste positive, et bien, vous avez une fonction convexe sigma bar qui satisfait le résultat suivant, d de sigma bar de x, ça va être plus grand et plus petit, donc vous avez, alors c'est pas les mêmes fonctions d'ici, mais vous avez la même croissance, x fait moins 2, x fait moins 2, et ici vous avez un plus 1 qui est très important. Parce que le plus 1, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, comme ça c'est positif, il dit que la dérivée seconde, alors c'est l'identité à chaque fois, il dit que toutes les valeurs propres de cette échelle, elles sont toujours strictement positives. P-2, ça va avoir un P de... Donc, oui, le P, c'est ça. Donc, j'ai voulu généraliser autant que j'ai pu, et j'ai dit V, je vais l'autoriser à s'annuler sur un intervalle, mais je vais aussi autoriser sa dérivée seconde à croître comme un polynôme. Comment? Comme x puissance P. Ouais. Ok. Et on peut, si vous voulez, vous pouvez prendre P égale 2, et ça enlève ça, et ça enlève ça, et le résultat marche très bien aussi. Ok, mais j'ai juste voulu dire, je vais traiter la classe de V, de potentiel V la plus grande que je peux faire, et la preuve marche quand les V croissent, enfin, quand les dérivées secondes de V croient comme un polynôme. Ok? Et du coup, bah voilà, toutes les valeurs propres restent, donc là c'est plusieurs fois l'identité, toutes les valeurs propres restent strictement positives. Donc on a un gain ici. Donc ça c'est un phénomène qui avait déjà été observé. Ça c'est un phénomène de convexification. La fonction V qui est convexe n'est pas uniformément convexe. Ici, là, dans le sigma bar, elle devient uniformément convexe. Il y a un phénomène de convexification qui avait déjà été observé et un peu étudié dans la littérature, mais pas sur ce modèle-là. Et voilà, ça c'est ça le point central de cet exposé, c'était ce phénomène de convexification en physique statistique qui donne énormément de marge de manœuvre pour étudier le modèle. Et après, on a essentiellement le même résultat. Donc l'espérance de phi moins phi bar est plus petit que, et là, je n'ai pas réussi à garder le L puissance moins 1,5. Le vrai taux, le taux optimal, ça devrait être 1 sur L. La preuve assez technique, mais ça tient encore, donne 1 sur racine de L, mais ça pourrait, dans le cas uniformément convexe, ça pourrait être amélioré. Et ici, vraiment, pour des raisons techniques, parce que travailler avec des potentiels qui sont dégénérés, ou ici, des zéros, ici, ça devient une quantité, j'ai perdu une grosse partie de l'exposant, et c'est juste il existe un alpha tel que ça soit L puissance moins alpha. Je ne pense pas que la valeur de alpha soit terrible, c'est peut-être 1 sur 30, mais c'est pas un demi, et c'est pas. Oui. Pour avoir des phénomènes de convexification, si le potentiel n'était pas convexe, mais ouais. gentiment pas convexe. Oui, ça arrive aussi. Voilà. Et ça avait été étudié, ça a déjà été étudié. Donc si le potentiel il n'est pas convexe, mais qu'il a P égale 2 ici, et ça serait très important, P égale 2. Si on prend P plus grand que 2, ça marche. S'il a P égale 2 ici, et qu'il n'est pas convexe, mais qu'il a une petite bosse non convexe, pas trop méchante, il y a le même phénomène de convexification. Une seule ou il peut en avoir plusieurs?
Il peut en avoir plusieurs, mais il faut que la somme de toutes les bosses soit pas trop. Voilà, il faut que ça accumule pas trop, quoi. S'il commence à y avoir un peu des bosses de partout, le sigma bar va mal se comporter. Mais donc le résultat qui a été montré, c'est s'il y a une certaine quantité de boss, mais que, je sais pas, la norme L1 de la partie négative de la dérivée seconde est suffisamment petite, enfin quelque chose comme ça, alors il y a convexification et on récupère les mêmes. Et si V, par exemple, si V il est identiquement nul sur un truc qui est beaucoup plus grand que ce que prend les valeurs positives. Ça veut dire qu'il faut aller chercher dans des perturbations très grandes pour commencer à voir autre chose que zéro dans le. Ça veut dire qu'il faut prendre des L très très grands, ouais. Des filles, c'est ça, donc Et ça veut dire, alors, même dans ton modèle statistique, ouais. les exponentielles de V, le V va être moins nul seulement si le gradient phi si le V va être non nul, si le gradient phi prend des grandes valeurs, ouais. Donc ça, peut-être une façon de le dire. Donc la dérivée split. Oui. Donc ça, effectivement, ça va être nul, sauf si le gradient phi prend des grandes valeurs. Et ça peut toujours arriver avec une certaine probabilité. Par contre, ce qui va se passer, si je regarde le sigma bar, par exemple, la dérivée 2 de sigma bar en 0, et que je suppose que dans mon sigma bar comme ça, hop, sur un gros intervalle de taille R, donc cette dérivée, elle va toujours être strictement positive. Toutes les valeurs comptent, on va avoir lambda moins ici. Mais le lambda moins, il va réagir de manière très très sèche. Ça va être exponentiellement R. Donc la valeur propre, elle est pas nulle, mais elle n'est pas loin d'être nulle. Mais le fait qu'elle soit pas nulle, ça suffit à avoir de l'argument. Et comme elle est quand même très dégénérée, ça fait qu'il faut. La friction, elle va être régulière, mais on va le sentir, quoi, que ça soit pas nul. Mais quand même, la théorie de la régularité passe. Quoi. Et alors, si on prend une perturbation d'un potentiel qui serait équivalent convexe, mais on prend une perturbation qui dépend de L, support parce que là, il y a un genre, quand on prend R et L séparés, c'est un genre de limite de limite. Oui, on pourrait prendre L qui dépend de L et puis essayer de voir ce qui se passe. Donc ça dépend de. Ça n'a pas été étudié, mais je pense que ce qu'on pourrait dire, c'est que ça doit dépendre de comment le vide tend vers l'infini par rapport. Mais je pense que si le R va trop vite vers l'infini par rapport à L, je pense qu'on se retrouve avec un sigma bar qui est. Je ne suis même pas sûr que ça. Enfin, il faudrait vérifier que ça converge bien, mais je suppose que ça converge bien. Je pense que si le R indice petit L va vers l'infini un peu trop vite, et un peu trop vite, c'est pas très vite, hein, ça peut être log L, enfin, c'est peut-être un truc comme ça. S'il va vers l'infini un peu trop vite, c'est bien possible que le truc limite arrive déjà. Faudrait faire les calculs, mais ça m'étonnerait pas. Voilà. Alors, je vais juste parler donc assez rapidement dans les 5-6 dernières minutes qui me restent. Alors, ça va être très rapide et très superficiel, mais je veux juste parler de un peu quels outils on met en place pour essayer de comprendre ça. Et donc, l'outil probabiliste qui se cache derrière, c'est une équation différentielle stochastique. Alors, celle-là qui est vraiment, c'est peut-être l'une des plus simples, enfin, une assez simple à résoudre. Vous avez B phi t, vous avez un terme, donc phi t va évoluer, vous avez un terme de drift qui va prendre exactement la forme de mon opérateur elliptique discret, et vous allez ajouter du bruit sous la forme d'un dBt de x. Les bt de x, c'est des mouvements browniens indépendants. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Donc il y a deux règles du jeu en fait. Pourquoi est-ce qu'on. La règle du jeu numéro 1, c'est que si on arrive à bien comprendre les propriétés de cette équation, on arrive à bien comprendre la mesure. Et donc ça, il faut se dire, bon bah, plutôt qu'étudier la mesure directement, si je cherche des outils pour le faire, je vais essayer d'étudier cette équation. Et alors pourquoi est-ce que cette équation, ça serait mieux? Parce que alors ça va être très avec les mains, mais ce que je peux dire, c'est placer ce terme de l'autre côté, jusque là tout va bien. Et ça, c'est une version discrète, mais le fait que ce soit discret, ça ne pose pas de problème, d'un opérateur parabolique non linéaire. Et vous pouvez appliquer plein d'outils de la théorie de la régularité parabolique. Donc ça, très bien compris. Et ici, à droite, vous mettez un bruit qui est dBt de x. Alors, le dBt de x, il peut avoir l'air un peu compliqué, mais en fait, ma façon de le penser, c'est de dire, donc, les mouvements browniens, c'est quoi? C'est des gaussiens. Ici, j'ai dBt, donc c'est la version infinitésimale d'un incrément brownien, c'est bt plus epsilon moins bt. Et qu'est-ce qu'on sait sur les mouvements browniens, ou les incréments des mouvements browniens, c'est que c'est des gaussiennes indépendantes. Donc ici, ce que je suis en train de mettre à droite, le bruit que je suis en train de mettre à droite dans mon équation, c'est le bruit le plus gentil qui existe en probabilité, c'est juste des gaussiennes indépendantes, temps, espace. Et du coup, je prends une équation parabolique, je lui donne des gaussiennes indépendantes, et j'essaie de voir comment est-ce que ça réagit à ça, et est-ce que la théorie de la régularité elliptique, elle réagit à ça. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, je vais juste faire un petit dessin sur un peu qu'est-ce qui va se passer. Donc vous avez votre interface, ici je suis en dimension 1, vous avez le déchiffré, donc là je vais appeler U,
vous allez laisser évoluer, il va y avoir deux termes. Il va y avoir, à chaque point, j'attache un mouvement brownien indépendant, qui va essayer de le secouer un peu, donc là, partir vers le haut, lui partir vers le bas. Et après, vous avez ce terme de drift, qui est un terme régularisant. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il essaie de minimiser la quantité V de grade phi. Et si ma fonction V de grade phi est bien définie, le minimiseur, ça va être 0. Et du coup, ce terme-là, il essaie de rapprocher tous les points ensemble. Vous avez un point qui est un terme d'ordre, on dit, donc il rapproche les points ensemble. Hop, tout doit se coller vers 0. Et vous avez le bruit que vous ajoutez là-dedans, qui secoue un peu le système. Vous laissez évoluer ça très longtemps et vous regardez ce que vous obtenez à la fin. Hop. Et donc ça, en fait, bon, après, il faut rendre tout ça rigoureux et travailler, mettre une certaine quantité de travail là-dedans. Mais vous pouvez, une fois que vous avez un peu mis en place ce formalisme, eh ben, vous pouvez attaquer ça avec des problèmes d'analyse et d'homogénéisation et démontrer ce théorème. Et après, donc c'est vraiment des outils analytiques dans la preuve, mais il y a quand même le bruit qu'il faut injecter dans le système. Donc ça, ok, ça se passe très bien quand V est uniformément complexe, parce que ça, c'est vraiment un opérateur elliptique qui est en fait uniformément elliptique. Donc vous avez la théorie de Georgi-Nashmoser, vous avez toute la théorie des équations uniformément elliptiques qui marche bien. Maintenant, si V est dégénéré, ou si V est plutôt comme ça, et bien là, ça va marcher beaucoup moins bien, parce que, par exemple, tous les résultats d'équations elliptiques, ils demandent d'avoir l'uniforme ellipticité à un moment, donc là, tout s'effondre. Comment est-ce qu'on peut faire? Et comment est-ce qu'on peut voir que ici, le bruit doit tout aider? Parce que je sais que si je regarde l'opérateur avec égal 0, je n'ai pas de bruit. Ce qui doit se passer, c'est la même chose que quand je regarde l'équation elliptique. Et je dois avoir un problème, quoi. Je dois avoir une infinité de solutions, enfin, il doit y avoir quelque chose comme ça qui pose problème. Donc pourquoi est-ce que le bruit nous sauve? Et donc la raison, c'est que en fait, si V est convexe, mais ce que j'appelle dégénéré, donc si V il est comme ça, où est-ce qu'on a un problème dans la théorie? On a un problème lorsque ma solution graphitée, le terme que je mets ici, où est-ce qu'on a un problème? On a un problème quand il est dans la région où la dérivée, donc là ça devrait être la dérivée seconde de V est égale à 0, dans la région où c'est plat. Parce que c'est là où la théorie de la régularité elliptique s'effondre. Et donc là, donc c'est vraiment avec les mains parce qu'il faut rendre ça rigoureux. Comment est-ce qu'on fait? En fait, là, les mouvements browniens nous aident énormément. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Si vous regardez votre équation, donc vous avez peur que graphité soit dans cette région-là. Et même plus précisément, vous avez peur que ça soit dans cette région et que ça reste très longtemps dans cette région, que ça reste bloqué dans cette région. Et là, les mouvements browniens, ils vous empêchent ça d'arriver parce qu'ils vont ajouter du chaos dans le système. Si je fais un dessin d'un mouvement brownien, c'est un objet très irrégulier. Donc le mouvement brownien, il va ajouter de la secousse dans le système. Et le mouvement brownien, il va faire un gros saut sur un petit intervalle de temps. Ça va finir par arriver. Et le jour où le mouvement brownien, ici, il lui fait un gros saut sur un petit intervalle de temps, le défité, il va le sentir, il va faire un saut aussi. Et quand le défité, il va faire un saut, s'il fait un saut suffisamment grand, il va sortir de cette région. Vous allez avoir fité qui va se balader ici. Et tout d'un coup, le mouvement brownien va être très irrégulier, il va faire un gros saut. Et ça va vous pousser votre fité qui va réagir au mouvement brownien hors de la zone où vous avez que le dv égale 0. Et le fait, du coup, vous arrivez à démontrer que, en fait, dans un temps fini, dans un temps pas très très long, il faudrait quantifier ça probabilistiquement pour expliquer un peu ce qui se passe. Si vous regardez la solution avec le bruit, ça ne va jamais rester bloqué dans cet espace. Et le fait qu'elle reste jamais bloquée dans la zone où la dérivation égale 0, ça veut dire, il faut préciser ça, que du coup, l'équation, elle se comporte vraiment comme une équation uniformément elliptique parce que vous voyez toujours la convexité de la fonction. Voilà, et je vais juste finir en donnant quelques références. Alors là, il y en a beaucoup. Ce qui est important, c'est plus les noms et les dates, parce que ce modèle a été très étudié et que je n'ai pas cité une seule référence. Donc j'ai parlé de Funaki et Spohl. Et là, vous avez toute une série de mathématiciens. Certains sont dans ce laboratoire. Scott, il est dans ce laboratoire. Jacomine, il était au EPSM jusqu'à l'année dernière, donc c'est Jacomine. Et après, vous avez eu. Ça a commencé dans les années 75, il y a eu beaucoup d'avancées dans les années 2000, et ça revient un petit peu à la mode depuis assez récemment. Donc ça, c'est très principalement étudié dans le cas où c'est uniformément convexe. Dans le cas dégénéré, il y a eu quelques résultats, mais ça reste encore assez mal compris. Ça, c'est juste un des résultats qu'on peut montrer. Et dans le cas dégénéré, pour faire tout ça, là, cette idée, je me suis inspiré de deux travaux, donc Jean-Christophe Morin et Félix Soto, et Marek Biscup et Pierre-François Rothfuss. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tu pourrais nous dire, en fait, ok, tu avais dit que ça a des liens avec l'homogénéisation, mais c'est quoi comment vous êtes arrivé à cette formule c'est par rapport à la preuve, en fait Par rapport à la preuve? Ouais, la preuve du résultat, même du premier, en fait, avec Scott. Ouais. C'est quoi les idées, en fait, de preuve pour les gens qui ne sont pas experts en homogénéisation? Je sais qu'il y en a beaucoup dans ça, mais... Alors, comment est-ce qu'on fait pour... Donc, ça, il faut le voir.
Alors, où est-ce que j'ai le théorème? Donc, il faut le voir comme un théorème d'homogénéisation. Donc, un théorème d'homogénéisation, c'est je regarde la solution d'une équation avec des coefficients aléatoires, et ça doit se rapprocher d'une fonction déterministe phi bar qui résout une équation avec un coefficient homogène décimal. Donc ça serait le contexte où, dans mon équation, à la fin, il n'y a pas de mouvement brownien, mais le V est aléatoire. Et ici, donc, on s'est dit, bah, est-ce qu'on ne pourrait pas adapter les techniques et faire la même chose pour essayer de démontrer le même théorème, essayer de démontrer le théorème d'homogénéisation. Alors, comment ça se démontre un théorème d'homogénéisation? Ça se démontre avec une expansion à 2 échelles. Donc, il faut définir une quantité qui va être une version approchée de l'équation, et puis essayer de tester ça et de regarder un peu ce qui se passe. Et pour ça, il faudrait définir un correcteur. Et en fait, on peut définir le correcteur ici, c'est la solution de l'équation. Il faut travailler que avec ça. Voilà, il faut travailler que avec ça. Et ça serait une solution de l'équation dθ avec une pente P égale divergence de dV de P plus gratuité de xdt plus racine de 2 dBt. Une solution qui soit voilà, définie dans tout l'espace. Donc il y a moyen de définir un correcteur, il y a moyen de montrer qu'il est sous-linéaire, puis après il y a moyen de faire une expansion de 2 échelles. Et du coup, après la preuve passe. Voilà, ça c'est à peu près l'idée. Et une deuxième question, du coup, aussi par rapport à quoi. En fait, est-ce que c'est impossible d'avoir des résultats de grande déviation? Non, c'est. Après, si tu as des résultats de grande déviation, est-ce que tu peux aller même au-delà et étudier les fluctuations? Oui, bah ça a été fait qualitativement. Alors, rien n'est fait quantitativement. Mais il y a des résultats de grande déviation et il y a un théorème central limite pour le modèle, ce qu'on appelle la limite d'échelle. Donc on sait assez bien étudier les fluctuations du modèle, et elles ont la propriété de se comporter. Alors, il faudrait préciser quel est l'énoncé exact qu'on veut démontrer, mais en tout cas, il y a des théorèmes sur la limite d'échelle. Ça se démontre par une technique assez différente, qui s'appelle la représentation d'Elfer-Sjöström, dans laquelle je ne suis pas du tout rentré. Et donc pour la limite d'échelle, oui, donc ça a été fait là. C'est pas fait quantitativement, c'est pas fait dans le cas dégénéré, donc il reste encore des choses. Et la limite d'échelle, donc on arrive à l'identifier, donc il faut regarder le phi, il faut lui enlever sa moyenne, il faut changer d'échelle de manière à ce que ça soit de variance comme il faut, et ça va converger, et la limite, c'est un vecteur gaussien, et en fait, c'est un champ libre gaussien, avec un coefficient à barre, parce qu'il y a un deuxième phénomène d'homogénéisation qui apparaît dans ce truc-là, avec un coefficient à barre, et ce qu'on sait dire, enfin, c'est une conséquence des travaux de Scott, c'est que le A bar du théorème central limite, si je regarde le champ avec juste pente 0, c'est exactement, donc ça c'était le CLT, et la dérivée seconde du sigma bar qui sert dans la loi des grands nombres ici, c'est le A bar du théorème central. Et le sigma bar, il est construit, en fait, donc est-ce qu'on peut décider la construction? On a quoi? On a la formule là-bas, Oui, qui n'est pas très pratique, et c'est tout ce que j'ai. Est-ce qu'il est calculable? Oui. Alors, j'ai pas essayé, mais alors, il est explicitement, je pense que la réponse est non, sauf dans un cas, c'est quand v de x égale x carré, là, tout est calculable. Oui, mais le cas générique. Et le cas générique, il n'est pas calculable. Est-ce qu'il est approchable? Oui, très probablement, mais ça n'a pas été fait. Donc, si on regarde l'analogie, en homogénéisation, ils ont aussi le coefficient A bar, et on peut se demander comment est-ce qu'on fait pour approcher numériquement le coefficient A bar, si on veut le calculer, et on pourrait essayer d'importer les méthodes sur ce modèle-là, mais ça n'a pas été fait. Enfin, autant que je sache, ça n'a pas été fait. Voilà. Numériquement, comment je fais pour calculer sigma bar? Je pense que ce n'est pas une question qui a été regardée. Autant que je sache, je regarde la littérature, mais je ne l'ai jamais vu. Et il y a déjà ça pensé aussi à l'infini, c'est les trucs en racine de l'infini de tout. Si je prends un sigma bar comme ça ou un V comme ça, qui est plat à l'infini. oui, j'imagine que ça doit se faire. Ça n'a pas été fait non plus. Donc, enfin, tout n'a pas été fait. Mais j'imagine que si on a des bonnes propriétés de régularité, donc je me suis un peu posé cette question, et puis après, j'ai pas donc là, je reconnais, c'est moi qui n'ai pas creusé jusqu'au bout parce que je m'intéressais à cela. Mais si je prends un sigma bar qui est racine de 1 plus x2, on peut deviner la valeur, enfin, si on prend un V qui grossit comme racine de 1 plus x2, on peut deviner la valeur de sigma bar avec cette formule-là. On peut deviner en particulier comment il va croître à l'infini. Donc on peut poser cette équation, et la question qui va se poser, qui va être, c'est quoi les propriétés de régularité de cette équation-là? Et si l'équation a des bonnes propriétés de régularité, c'est bien possible que ça marche. Un cas qui a été un peu étudié, mais par exemple qui est difficile, ou en tout cas il y a plein de questions qu'on ne sait pas encore résoudre, c'est le cas v de x égale valeur absolue de x. Celui-là, il est assez méchant, parce que là, alors le problème, c'est pas le fait qu'il n'y ait pas de dérivée seconde en 0. Le problème, c'est que la dérivée seconde, elle est égale à 0 vers l'infini. Mais par contre, après, si on prend un v de x qui ressemble à valeur absolue de x, mais un peu plus convexe, genre une dérivée seconde qui serait
1 sur x puissance 100, ça je pense qu'on arriverait à dire au moins à dire un petit peu des choses. Mais v de x égale valeur absolue de x, il y a une technique qui permet de dire un peu des choses, mais sinon ça reste quand même un cas assez difficile. Mais Scott a pu dire des choses dessus, mais juste sans taux de convergence, donc tout est qualitatif. Donc déjà beaucoup plus dur, quoi. Oui. J'ai la phrase de question sur l'histoire de la SN qui est nulle et du coup le gradient qui est constant. Par exemple, c'est l'avant-dernière slide où le fond est plat là. L'argument, c'est de dire qu'avec le mouvement brownien, on va finir par en sortir parce qu'on va faire des sauts. Ouais. Et dans le cas où la SN, elle est nulle dans un monde où on n'est pas nul, également, donc on n'est pas un minimum, Ouais. bah, c'est le potentiel qui va nous faire descendre. Oui, dans ces cas-là, effectivement, c'est le potentiel qui va nous faire descendre. Ouais. En fait, que la SN, elle soit nulle à ce moment-là. Dans ces cas-là, ça doit aller, ouais, effectivement. La preuve, ça doit pouvoir passer à ce endroit-là. Ouais. Attends, je réfléchis. La valeur absolue. Donc peut-être qu'on gagne sur le... Oui, c'est possible que ça soit... Alors, l'argument avec le mouvement brownien, il a l'intérêt de marcher quel que soit l'endroit où on met le plat. Après, c'est possible qu'on puisse cuisiner quelque chose et dire que si le plat il est sur une pente, c'est le potentiel nous fasse descendre. Ça me paraîtrait tout à fait raisonnable de penser ça. Et dans ces cas-là, peut-être qu'on obtient des meilleures bandes parce que le potentiel, il va nous faire descendre plus vite que le mouvement brownien nous fait sortir, quoi. Non, mais Mais après, je sais de convexité, pas que c'est pas de valeur au bord. On ne peut pas descendre partout. Oui. Et après, il y a une histoire de convexité. Oui, c'est une propriété de convexité, oui. Mais le dé de... Ouais, il faudrait regarder. Mais ce qui est vrai, c'est que par exemple, là où ça devient très très dur, c'est si je prends un plat au milieu et que je fais grandir V de plus en plus vite, ça va être très mauvais, j'augmente la convexité de V, mais à l'extérieur de mon plat, ça va avoir l'effet de bloquer le fité à l'intérieur de ce truc-là. La convexité joue contre moi, quoi. Et donc, c'est un peu une des raisons. Par exemple, si on voudrait, alors je ne sais pas si c'est très intéressant d'un point de vue physique, mais si on veut des fonctions qui croissent vraiment très très vite, plus vite qu'un x puissance p-2, mais avec un plat, c'est possible que la convexité devienne suffisamment forte pour que j'arrive plus avec le mouvement brownien à faire sortir mon fité de cet intervalle où c'est 0. Et dans ces cas-là, on ne sait pas. Donc je ne sais pas. Voilà. Mais après, tous les arguments qu'on peut utiliser pour essayer de faire sortir le fité de ce truc-là sont bons. Et pour l'instant, j'ai juste creusé un truc qui est de jouer avec le mouvement brownien. Oui, oui, juste une question sur la simulation, donc dégénérée, elle a juste avant. J'ai triché. La même que dans le cas. Oui, j'ai repris la même simulation, donc un peu par paresse, mais aussi pour montrer que c'est le même phénomène. Mais en théorie, si vous changez la fonction V, vous changez le sigma bar, donc vous changez la forme limite. La forme limite, elle dépend énormément de la condition de bord et du V à travers le sigma bar, parce que le sigma bar dépend de V. Donc on n'est pas censé avoir les mêmes formes limites, sauf si par un miracle, je prends deux V différents et que ça me renvoie le même sigma bar. Mais a priori, il ne faut pas s'attendre à ça. Et pourquoi sigma bar, ça s'appelle la tension du... C'est difficile. Parce que... comment est-ce qu'on définit une tension de surface? Vous mettez une pente à votre système. Voilà, c'est l'énergie de l'interface. Vous regardez une pente de votre système et vous regardez l'énergie. Ouais, je sais pas bien. Enfin, c'est quelque chose de physique où la tension. Oui. Ah non, si je peux peut-être dire quelque chose. Il y a donc un des travaux qui n'est pas là-dessus, mais qui a motivé la définition d'interface aléatoire, c'est de regarder, par exemple, une bille de savon. Vous avez un milieu là et un milieu là, et vous regardez la forme qu'elle va prendre. Et il y a un truc qui s'appelle la forme de Wolff, où on vous dit que la forme, ça va être la fonction ici à périmètre fixé ou volume fixé, qui minimise une quantité qui est sigma bar de la normale ici, quelque chose comme ça. Donc, de x, d sigma x. Donc ça, c'est la mesure sur le bord. Et ça, c'est sur votre forme de S. Donc L, c'est la forme de S. Ça, c'est le bord de S. Donc vous intégrez sur le bord de S. Et ça, c'est la mesure de surface sur le bord. Et vous essayez de minimiser une tension de surface. Et ça doit vous donner la forme limite de votre bulle de savon, etc. Okay. Et donc là, c'est un petit peu la même chose, c'est juste que mon modèle n'intéresse pas. Enfin, ça va être, si je dis, là j'ai la bulle de savon, ici j'ai l'intérieur de la bulle de savon, à l'extérieur j'ai l'extérieur de la bulle de savon, et que je dis, je veux minimiser maintenant l'intégrale de sigma bar de grade phi bar. On va regarder l'infimum de ça sur les fonctions phi bar. Donc f plus h1, 0. Ça ressemble un petit peu à ça. Donc vous avez, si je vais dessiner en dimension 1, vous avez 2 points qui va être la condition de bord. Vous allez minimiser la quantité sigma bar. Et donc là, vous avez les modèles, ça serait l'intérieur. Là, vous avez l'extérieur. Alors, c'est très schématique parce qu'on est obligé de... Et vous trouvez la forme qui minimise entre les deux. Donc, c'est un petit peu la même chose que ça, mais en beaucoup plus simple.
Parce que les formes que je considère, je ne laisse pas par exemple prendre n'importe quelle forme dans R3, mais je prends par exemple le graphe d'une fonction. Et ça devrait, normalement, le formalisme de ça marche assez bien. Juste, je simplifie mon modèle parce que sinon, ça devient beaucoup plus dur à étudier. Si vos formes, elles peuvent faire, c'est pas des graphes de fonction, mais elles peuvent faire des trucs comme ça, ou d'autres choses, ça devient un cauchemar à l'étude, et puis on ne peut plus utiliser tout ce formalisme-là. Merci encore.